Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat. Dans 10 minutes, vous allez pouvoir suivre la séance des questions d'actualité au gouvernement. Première séance des questions d'actu pour le gouvernement Valls. Une séance qui va être marquée par plusieurs questions autour du Big Bang territorial annoncé par le nouveau Premier ministre mardi à l'Assemblée nationale. Une séance des questions d'actualité qui va également commencer par une question d'un sénateur écologiste, Ronan Dantec, et c'est Ségolène Royal, la nouvelle ministre de l'Environnement, qui lui répondra. Mais avant de suivre en direct ces questions d'actualité, on reçoit Didier Guillaume. Bonjour, merci d'être avec nous, vice-président du Sénat. Vous êtes aussi rapporteur du projet de loi du gouvernement sur l'agriculture, dont l'examen a commencé hier soir en séance. On dira un petit mot tout à l'heure. J'avais envie de vous poser la première question, Didier Guillaume, sur Dominique Baudis, dont on a appris la disparition tout à l'heure, en fin de matinée, qui était le défenseur des droits, que vous avez donc croisé ici au Sénat. Qu'est-ce que vous retenez de lui ? D'abord, c'est triste, c'est une triste nouvelle et j'ai une pensée pour sa famille. Il est parti très jeune. Il a eu une carrière politique un peu atypique dans sa ville rose, la ville de Toulouse, la ville des Baudis, comme on disait à l'époque. Il a été élu maire, il a voulu bifurquer, il a eu d'autres engagements. Et c'est vrai que comme défenseur des droits, il est venu au Sénat à plusieurs reprises et il a amené un certain nombre d'orientations qui allaient dans le bon sens. Vous savez, c'est du sujet dont on parle jamais assez. Et il faut que ce soit des gens passionnés, des hommes ou des femmes passionnés qui se préoccupent de ces sujets. Et je crois qu'il l'a très bien fait. Oui, il l'avait pris vraiment à cœur, son rôle de défenseur des droits, notamment sur les prisons. On l'a beaucoup entendu sur les droits des prisonniers. Très bien, merci pour cette réaction. On va parler politique maintenant, avec ce grand ménage de printemps qui semble avoir commencé à la fois à la tête du Parti socialiste, mais également à l'Élysée. Est-ce que vous l'interprétez comment? C'est François Hollande qui reprend la main? Je crois que lorsqu'il y a des doutes, des incertitudes, lorsqu'il y a une raclée électorale, comme la gauche l'a connue les 23 et 30 mars, il faut prendre des décisions. Il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas faire de demi-mesure, il ne faut pas faire de l'eau tiède. Et c'est ce qu'a voulu à la fois le président de la République, dans son discours du dimanche soir, en nommant Manuel Valls, avec une deuxième étape du quinquennat, une feuille de route assez forte. Et puis, quand il faut remanier, il faut remanier. Il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises, à la fois gouvernementales, à la fois sur la ligne politique, des annonces qui ont été faites, suite au pacte de responsabilité, le pacte de solidarité, une équipe resserrée, une petite équipe de secrétaires d'État pour aider les ministres, et puis un remaniement aussi à l'Élysée. Le président de la République a souhaité changer le secrétaire général et le remplacer par Jean-Pierre Jouyet. Pierre-René Avec Lemay, un jeu de passe-passe entre la Caisse des dépôts et le secrétariat général de l'Élysée. Non, ça ne s'appelle pas du passe-passe, ça s'appelle utiliser les hauts fonctionnaires là où ils sont peut-être le plus utiles. Vous savez, il ne faut pas dénigrer cela. Il y a des hauts fonctionnaires qui servent leur pays, à de droite comme de gauche, et ils les servent à des postes de responsabilité. Et être à la Caisse des dépôts, comme dans des grands organismes, il faut avoir de grande qualité. C'est le cas de Pierre-René Lemay, c'est le cas de Jean-Pierre Jouyet. Et je pense que si François Hollande a fait ce choix, c'est qu'il pense que Jean-Pierre Jouyet peut amener un certain nombre de choses, peut-être, notamment au niveau européen, puisqu'on sait que le défi européen, ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent est important sur les finances de la France, sur la notation. Et je pense que c'est aussi dans cette direction peut-être qu'il a agi. Mais ce qui a fait grincer des dents quand même chez certains élus socialistes, c'est l'exfiltration d'Harlem Désir du Parti socialiste au secrétariat d'État aux affaires européennes. Est-ce que c'était le bon poste pour celui qui représente pour certains à gauche la lourde défaite au municipal? Non, je ne partage pas du tout cet avis. C'est pas Harlem Désir qui a fait perdre les élections municipales. Ça serait un peu trop facile. La théorie du bouc émissaire, je crois que ce n'est pas bien. Harlem Désir est reconnu pour son engagement européen. Il est reconnu pour son action au Parlement européen, même s'il lui est reproché de ne pas être très présent. Mais enfin, lorsqu'on est responsable politique, c'est pas le seul à pas assister à toutes les séances. Et je pense que le choix qui a été fait par le président de la République et le Premier ministre de nommer Harlem Désir comme secrétaire d'État aux affaires européennes, je pense qu'Harlem Désir le fera très bien. Après, pour le débat à l'intérieur du PS, j'ai entendu ça, mais c'est inimaginable que dans cette période où la France souffre, où il y a eu ce résultat aux élections, où il y a une nouvelle étape du quinquennat, un certain nombre de responsables socialistes
socialiste n'ait qu'une chose à dire sur les médias, c'est comment on fait pour désigner le successeur d'Harlem Désir. Ce n'est pas à la hauteur de la situation. Et moi, je vous le dis comme je le pense. Quand les citoyens regardent ça, ils se détournent encore plus de la politique. On a eu tous nos crises, à droite, à gauche. Maintenant, ce qui compte, c'est la ligne politique du gouvernement et le travail du Parlement. Dans 8 minutes, on va suivre la séance des questions d'actualité en direct sur notre antenne, avec près de la moitié des questions qui vont être consacrées aujourd'hui à la réforme de la décentralisation, ce fameux Big Bang territorial annoncé par Manuel Valls mardi. Vous le soutenez totalement, le Premier ministre, dans cette réforme des collectivités territoriales? Totalement et plus que jamais, pour deux raisons. D'abord parce qu'il a eu le courage de prendre des décisions fortes, même certaines pouvant choquer ou sur lesquelles on peut être en désaccord. Vous savez, il n'y a pas de demi-mesure là non plus. Soit on dit, nous arriverons dans le temps à faire évoluer et ça ne marchera jamais. Tous les gouvernements s'y sont cassés les dents. Donc il l'a dit très bien hier au Sénat, il fallait prendre des mesures fortes, mais je le soutiens aussi parce qu'il a annoncé le débat. Et hier, dans son intervention au Sénat, il a parlé de la ruralité, il a parlé des territoires ruraux. Et reconnaissons quand même aujourd'hui qu'un conseil général dans une métropole, dans une grande agglo, ça n'a pas de sens. Les conseillers généraux ne sont pas connus à Paris, à Lyon, à Marseille ou à Bordeaux. Par contre, en zone rurale, pour faire de la péréquation, pour s'occuper des solidarités humaines et des solidarités territoriales, il y a besoin du Conseil général, celui-ci ou un nouveau Conseil général. Donc moi je le soutiens d'autant plus que... Ou la suppression des conseils généraux. Mais oui, bien sûr, mais si attendez... on a bien suivi d'ici 2020 le discours de Manuel Valls. 2021, suppression des conseils généraux, mais il a aussi 2021, pardon, oui. il a aussi dit qu'il faudrait tenir compte de la spécificité du monde rural. Réduire le nombre de régions par 2, tout le monde est d'accord, tout le monde en parlait, personne ne l'a fait. Il y a eu un très bon rapport, Raffarin-Cratinger au Sénat, ça va avancer. Refaire une grande carte de l'intercommunalité, c'était prévu pour 2017. Ça doit se faire comment? Ça doit se faire sur la base du volontariat, ou alors est-ce que c'est le gouvernement qui doit proposer ses pistes et après aux assemblées d'en débattre? Je pense que le gouvernement doit fixer la ligne, le cap, et donner des pas dates, de volontariat, alors. donner des dates et un timing fort pour inciter les collectivités locales à le faire sur la base du volontariat. Et si les choses ne marchent pas, c'est la loi qui le fera. Mais vous savez, si on demande aux présidents de conseils généraux ou aux présidents de conseils régionaux de dire diminuer le nombre par 2 ou évoluer, c'est sûrement plus compliqué. J'en parle d'autant plus aisément que je suis moi-même président de conseil général. Donc il faut fixer un cap, il faut avoir un objectif. L'objectif, c'est la simplification, c'est la clarté, éviter les empilements et faire en sorte que nos concitoyens comprennent le mieux les choses. Après, supprimer les conseils généraux en 2021, si ça veut dire on abandonne les territoires fragiles et la ruralité, je ne serai pas d'accord. C'est le débat qui sera mené au Sénat, au Parlement. Avec une grande loi de décentralisation avant la fin du quinquennat? Ben, j'espère, on verra. Mais il va falloir passer par une réforme constitutionnelle pour supprimer les départements. Mais et là, vous avez entendu Jean-Claude Gaudin hier dans l'hémicycle, et puis ici en salle des conférences, il a dit au gouvernement, mais vous n'avez pas une majorité 3/5 je en rappelle Congrès. quand même que dans le cadre des élections qui viennent de se passer, dans le cadre du projet présidentiel de l'UMP, Jean-François Copé a annoncé clairement la suppression des départements, et François Fillon Donc vous le prenez au mot. Attendez, en fait. Et François Fillon a même dit, nous le ferons par référendum si c'est possible, et les citoyens le feront. Donc aujourd'hui, il ne faut pas jouer au chat et la souris. Le Premier ministre l'a très bien dit hier. C'est fini cette cour de récréation incessante dans les questions d'actualité, les uns et les autres qui s'invectivent. La politique mérite mieux. Et je pense que nos concitoyens, si on veut qu'ils se réapproprient un peu, qu'ils se rapprochent de la politique, c'est en changeant de façon de faire, en changeant de méthode. Dans l'actuel quinquennat, François Hollande aussi un petit peu hésité, vous voyez, sur la forme de la décentralisation. On a quand même la 4e réforme en cours depuis 2 ans. C'est tellement important. Vous pensez bien quand même... Avec des allers-retours sur la clause de compétence générale aussi. Mais quand on s'adresse à 550 000 élus, quand on sait le rôle qu'ont les collectivités locales sur le territoire de soutien aux populations fragilisées, d'innovation, d'investissement, on voit bien qu'on ne peut pas balayer tout ça et se dire ça se fera aisément. Regardons, ce qui m'importe, moi, c'est quel service public sera rendu demain et quelle proximité sera à nos concitoyens. Après, peu importe la forme, mais si le résultat de cette consultation, c'est moins de proximité, moins de solidarité et moins d'investissement sur les territoires, nous ne serons pas d'accord, les parlementaires socialistes. Donc ça va faire partie d'un débat. La méthode Valls, c'est je donne des orientations, je mets en place un débat et je tranche si le débat n'évolue pas. Quelle place pour le Sénat dans ce débat, le Sénat qui représente les collectivités territoriales? Une très grande place. Jean-Pierre Raffarin a réclamé hier sur notre plateau une assemblée constituante de sénateurs. Peu importe. Vous aurez noté hier que le nom qui a été le plus prononcé dans l'hémicycle par les uns et les autres, c'est Raffarin.
parce qu'il a fait un très bon rapport avec notre collègue Yves Cratinger. Eh bien là encore, prenons tout cela au mot. Le Sénat a travaillé, le Sénat Jean-Pierre continuera à Raffarin qui travailler. dit Manuel Valls n'a pas lu mon rapport jusqu'au bout. Ben, il le lira peut-être d'ici là. Il n'a pas eu le temps. Il avait d'autres chats à fouetter, donc il le lira, son rapport. La question, elle est simple. La question, elle est simple. Est-ce que nous allons réussir, oui ou non, une grande réforme digne de celle de 1982. Vous savez, en 1982, Mitterrand, mon roi de fer, ça ne s'est pas passé aussi facilement que cela. Mais là, il faudra faire pareil. Simplement, ne rejetons pas toute une partie du territoire, faisons les choses de façon harmonieuse. Et puis franchement, depuis des années, tout le monde en parle. Certains en ont rêvé, Valls va le faire et je pense que c'est bien. Alors on voit sur les images Didier Guillaume, les ministres du gouvernement Valls qui rentrent dans l'hémicycle. Dans 2-3 minutes, ces questions d'actualité vont démarrer. François Rebsamen est donc rentré au gouvernement en tant que ministre du Travail. Il était le président du groupe socialiste. Il sera un bon ministre du Travail et du dialogue social. On l'espère pour la France. Didier Guillaume, vous êtes candidat pour lui succéder à la tête du groupe socialiste. L'élection aura lieu mardi prochain. Vous savez si vous aurez des challengers lors de cette élection? Oui, il y aura 2 candidats, Gaëtan Gors et moi-même. Donc les sénateurs socialistes voteront un bulletin secret pour choisir leur président. Je veux dire, ça se passera en toute fraternité, tranquillement, comme au Sénat. Cela se passe. Quel style vous avez trouvé à Manuel Valls lors de son discours de politique générale mardi? Est-ce que ça a marqué une rupture avec le style de Jean-Marc Ayrault, selon vous? Oui, il faut faire attention qu'on emploie le mot rupture parce qu'il a été utilisé précédemment par d'autres. Oui, chacun a sa personnalité. Simplement, cette nouvelle étape du quinquennat, forcément, elle est différente de la précédente. La crise c'est pas amoindrie, elle s'est au contraire amplifiée. Les électeurs ont signifié des choses. Il faut toujours écouter le peuple. Le peuple, il a toujours raison, même lorsqu'il donne des grands coups de balai, le 21 avril 2002 ou le 30 mars 2014. Ça veut dire que le quinquennat commence vraiment maintenant? Non, le quinquennat a déjà commencé. Vous savez, tout ce qui a été lancé, les mesures qui ont été prises dans plein de sujets, sur la fiscalité, sur l'enseignement, enfin sur tout, ça existe. Les lois sur l'artisanat, etc. Ça existe. Mais maintenant, il faut passer la surmultiplier et faire en sorte que le Parlement légifère non pas sur des lois annexes, mais sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le quotidien de nos concitoyens. C'est de ça qu'ils veulent voir. Et si nous arrivions à faire ça, peut-être que nos concitoyens apprendraient autrement la chose publique. Notamment sur le texte agriculture dont on ne va pas avoir le temps de parler malheureusement et dont vous êtes le rapporteur, mais on diffuse les débats sur notre antenne. Merci Didier Guillaume d'avoir été notre invité en direct. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle puisqu'on vient de voir sur les images Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, rejoindre sa place sur le plateau là où il va présider cette séance des questions d'actualité. Je vous le redis, il y a près de la moitié de ces questions cet après-midi qui sont consacrées à la réforme territoriale, aux mesures annoncées, à ce que certains appellent le Big Bang territorial, donc aux mesures annoncées par le Premier ministre Manuel Valls. On va également commencer cette séance des questions d'actualité par une interpellation du sénateur écologiste Ronan Dantec. Il veut interpeller le gouvernement de Manuel Valls sur le calendrier en matière de réforme environnementale et c'est Ségolène Royal, la toute nouvelle ministre de l'Environnement, qui va lui répondre. Et puis à noter que cette séance des questions d'actualité se fait en présence dans la tribune des visiteurs du Sénat, du président du Sénat espagnol qui sera salué à la fin de cette séance. Voilà, on le voit sur cette image, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, s'est installé à sa place. La séance devrait donc démarrer d'ici quelques instants. On l'a vu également sur les images tout à l'heure, eh bien, les différents ministres du gouvernement Valls arriver. Voilà, la cloche de la séance retentit. On vous laisse écouter ces questions d'actualité. Les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle que l'auteur de la question, de même que le ou la ministre pour répondre, dispose chacun de 2 minutes 30 et pas plus. Merci de respecter cette règle. Pour la première question, la parole est à monsieur Ronan Dantec pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord, Madame la Ministre, de vous féliciter pour votre nomination à la tête de ce grand ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avec la responsabilité de chantiers particulièrement importants sur la biodiversité, la réforme du code minier et bien sûr la transition énergétique. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre, que je salue, a rappelé clairement les objectifs quantitatifs de cette transition énergétique et le groupe écologiste s'en réjouit. Hier, au Sénat, le Premier ministre nous a même sommé, avec une certaine gravité, je le cite, de retrouver rapidement un équilibre avec le milieu naturel. Le programme est donc ambitieux et je crois que nous mesurons le chemin parcouru en 25 ans
dans la prise en compte des enjeux environnementaux, notamment dans leur dimension économique et sociale. Le Premier ministre a aussi insisté sur sa volonté d'un dialogue ouvert, franc, constructif avec les parlementaires afin que nous partagions, je le cite encore, le courage de l'action. Ce dialogue, le groupe écologiste le souhaite vivement. Notre président Jean-Vincent Placé l'a souligné hier et nous considérons que c'est bien la qualité de ce dialogue qui permettra de recréer les conditions d'une dynamique à gauche absolument nécessaire pour affronter les temps à venir. Nous sommes disponibles pour nous y engager résolument. Le cadre étant fixé, reste le calendrier. Le Premier ministre a aussi souligné que les priorités politiques devaient trouver une traduction concrète dans le calendrier parlementaire et ce sera donc le sens de ma question. L'annonce de la présentation au Conseil des ministres de la loi sur la transition énergétique avant le début de l'été, donc normalement avant la fin juin, nous offre l'opportunité de nouveaux échanges en amont. Je partage notamment vos premiers propos, Madame la Ministre, sur l'importance de la dimension territoriale de cette transition énergétique. Mais ce nouveau décalage nous fait aussi craindre un véritable embouteillage du calendrier parlementaire au deuxième semestre 2014 entre projet de loi sur la biodiversité, projet de loi sur la transition énergétique, partie législative sur la réforme du code minier, la cohérence voulant de plus que la prochaine loi de finances intègre des évolutions fiscales fortes en lien avec ces grandes lois. Pouvez-vous donc, Madame la Ministre, nous donner plus de précisions sur le calendrier du gouvernement par rapport à ces lois d'importance et nous indiquer la manière dont vous comptez renforcer le dialogue avec les parlementaires pour des lois socles d'un nouveau contrat écologique et social? Merci. Pour vous répondre, Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je vous remercie de votre question sur des sujets que vous connaissez bien au nom de vos responsabilités en tant que vice-président de la Commission du développement durable. Et vous avez participé aussi au débat national sur la transition énergétique, puisque vous faites partie du Conseil national de la transition énergétique. Et vous m'interrogez sur le calendrier parlementaire. Vous avez eu raison de souligner, c'est une priorité gouvernementale, comme le Premier ministre l'a rappelé dans sa déclaration de politique générale, notamment sur la loi de transition énergétique. Celle-ci, pour ne rien vous cacher, n'est pas prête, puisqu'un certain nombre de discussions importantes ont eu lieu, mais nous arrivons aux phases de décision, précisément. Le gouvernement a fixé une feuille de route pour que ce texte arrive au mois de juin, sur le bureau au Conseil des ministres, et donc je m'active pour finaliser cette loi très importante pour qu'elle puisse ensuite passer rapidement dans les commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale et que nous puissions ainsi faire preuve d'une intelligence collective pour rapprocher des points de vue encore très divergents. Et notre responsabilité sur tous ces textes, c'est d'essayer justement de rapprocher ces points de vue divergents pour servir l'intérêt général et j'espère qu'avec l'aide des sénateurs et des sénatrices, je pourrai y parvenir. En ce qui concerne la loi biodiversité, celle-ci, vous le savez, est davantage prête puisqu'elle a été adoptée au Conseil des ministres du 26 mars dernier. Elle va donc être examinée très rapidement par la commission de l'Assemblée nationale. Elle viendra ensuite au Sénat, mais je sais que vous avez déjà commencé à y travailler activement. C'est une loi essentielle, une loi cruciale, aussi importante que la loi de 1976, qui a été prolongée par la loi paysage que je connais bien de 92. C'est pas seulement une loi sur la lutte contre la disparition bien trop rapide des espèces animales et végétales. C'est vraiment une loi sur les relations entre les êtres humains, leurs activités et la nature. Donc c'est une loi sur l'avenir de l'humanité, tout simplement. Donc c'est un enjeu absolument crucial. Et là aussi, j'espère que grâce à l'éclairage des travaux de votre commission, de vos commissions, nous pourrons aboutir à un texte tout à fait essentiel qui nous engage non seulement dans le très court terme pour mettre fin à cette disparition accélérée de la variété des espèces, mais aussi qui nous engage sur le long terme. Et là, nous sommes attendus, nous sommes aussi regardés sur la scène internationale pour savoir comment un pays comme la France, qui est riche de sa diversité, de ses paysages et de ses espèces, est capable de prendre à bras-le-corps cette question de l'avenir de l'humanité. Merci beaucoup. Merci. La parole à Gérard Lecam pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre, mais j'apprécie qu'une ministre bretonne me réponde. Dans son discours de politique générale, Monsieur le Premier ministre a annoncé un Big Bang institutionnel, comme l'avait proposé en son temps la commission Balladur ou plus récemment Monsieur Jean-Pierre Raffarin.
Ce coup de force institutionnel propose de supprimer nos départements, de diviser par deux le nombre de nos régions, d'agrandir toujours plus les intercommunalités autour des bassins de vie. Quant aux communes, il ne les évoque plus. Est-ce à dire qu'il souhaite les supprimer en les noyant dans l'intercommunalité? Enfin, les départements et les régions ne pourront plus intervenir au plus près des besoins et des attentes de leurs concitoyens en perdant le droit d'intervenir pour défendre les intérêts de leur territoire. Avec ce séisme institutionnel, le gouvernement va ouvrir les portes à une transformation radicale de notre République, indivisible, qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. C'est un État fédéral qu'il dessine pour demain, comme bon nombre de pays en Europe. En éloignant les lieux de décision du citoyen, vous allez creuser encore davantage le fossé entre lui et la République. Ce faisant, vous faites exploser l'égalité des citoyens devant la loi sur l'ensemble du territoire national. En quoi cette réorganisation et l'amputation de 10 milliards d'euros de moyens de fonctionnement vont permettre aux Français de vivre mieux, de trouver un travail et de percevoir un salaire leur permettant de vivre et d'élever leur famille dignement, d'offrir un avenir à leurs enfants? Non, la modernité n'est pas dans la mise en concurrence des territoires et des gens qui y vivent, mais dans la coopération et la mise en commun. En quoi cette réorganisation va développer la démocratie locale, favoriser l'intervention des citoyens et la prise en compte de leurs attentes et de leurs besoins? Expliquez-nous, Madame la Ministre, en quoi réduire le nombre d'élus est un progrès démocratique, en quoi tous les pouvoirs recentrés en quelques mains est une avancée démocratique. Enfin, le précédent gouvernement ayant souhaité retirer l'obligation de consulter les citoyens en cas de fusion des régions, allez-vous vous engager aujourd'hui à consulter les Français sur les regroupements de régions et sur la disparition éventuelle des départements? Je vous remercie. Merci. Monsieur Lecam, pour vous répondre, c'est Monsieur le Premier ministre qui a la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lecam, pardon, je ne suis pas breton. Non, c'est même une qualité, je n'en doute pas un seul instant. Madame Lebranchu ou Monsieur Valigny reviendront sur ces sujets au cours de cette séance de questions au gouvernement et j'imagine bien sûr, j'en suis persuadé, dans les semaines qui viennent. J'ai eu hier l'occasion de m'exprimer sur ces sujets, à la fois à la tribune, puis dans mes réponses aux différents groupes. Je suis attaché, comme vous, à l'unicité de la République, au rôle des élus, et tout particulièrement, comprenez que je le souligne, des maires qui sont souvent en première ligne face aux attentes, aux déceptions, aux espérances, aux colères de nos concitoyens. Et puis, vous l'avez dit, au rôle de la puissance publique, des services publics, de l'État, de ses opérateurs ou des collectivités territoriales. Et nous l'avons tous souligné, je l'ai encore dit hier, le sentiment d'abandon qui peut frapper un certain nombre de nos territoires, de nos concitoyens. Je pense aux territoires ruraux, je pense aussi aux quartiers populaires, lézardés par toute une série de fractures. Tout cela doit nous préoccuper. Malgré les institutions qui existent et que vous avez décrites il y a un instant, ce sentiment d'abandon existe. L'abstention progresse, y compris dans les scrutins locaux. Et puis, nous devons engager la France vers des réformes de structure. On en parle depuis longtemps. On ne les fait pas, ou on les fait à l'envers, ou on les fait à moitié. Et fort de ce constat, et nous aurons l'occasion d'y revenir, le gouvernement veut engager, c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration de politique générale, une réforme profonde de ces structures. Vous aurez l'occasion de débattre prochainement des compétences des régions, notamment. Marie-Lise Lebranchu et André Valigny auront l'occasion de présenter un texte qui va bientôt être adopté par le Conseil des ministres. Mais au-delà déjà des changements, et les différents cycles de décentralisation ont été entamés au début des années 80, c'est vers un changement profond. Vous avez parlé de Big Bang, je suis très attaché à cette expression pour des raisons personnelles, mais en tout cas, les réformes de structure, nous devons les poursuivre. D'abord, oui, nous voulons revenir sur la clause de compétence générale, pour clarifier, parce que et les acteurs économiques et sociaux et nos citoyens nous demandent de la clarification dans ce domaine-là. Deuxièmement, nous devons aller plus loin dans la carte de l'intercommunalité. J'évoquais hier une des étapes essentielles grâce
aux lois de Jean-Pierre Chevènement, là aussi, il s'agit tout simplement de gagner en cohésion. Il ne s'agit jamais de nier le rôle du maire de la commune, quelle que soit sa taille. Mais enfin, l'intercommunalité a représenté pour nos territoires urbains et territoires ruraux, incontestablement un progrès. Elle n'enlève rien à la proximité, mais elle permet, je l'espère en tout cas, aux services publics, avec le soutien de l'État, de l'ingénierie des préfectures ou de ces préfectures, là aussi de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens. Donc là aussi, nous voulons franchir une nouvelle étape. Pour ce qui concerne les régions, nous voulons des régions, notamment sur les questions économiques, de formation, de transition énergétique, je l'évoquais hier, et Madame Ségolène Royal s'appuiera évidemment, elle a cette expérience comme présidente de région, sur ce que ces grandes collectivités peuvent faire pour aller plus loin. Et nous souhaitons partir d'une taille critique. Nous voulons nous appuyer sur le rapport des sénateurs Cratinger et Raffarin. Je sais que ça peut poser débat, mais en tout cas, nous devons aller plus loin. Nous voulons faire appel à l'intelligence des élus, mais nous savons aussi quels sont les freins. Et c'est pour cela qu'après les élections régionales et cantonales, départementales qui auront lieu en 2015, s'il n'y a pas eu de progrès dans ce domaine-là, c'est par la loi qu'il faudra avancer. C'est un débat qui s'ouvre dans le pays. Vous avez évoqué les rapports des commissions, des missions. André Vallini connaît aussi bien ces problèmes pour y avoir participé avec Pierre Mauroy. Est-ce que ça a avancé depuis? Non. Ça veut dire qu'à un moment, il faudra que le gouvernement prenne ses responsabilités et le Sénat sera naturellement consulté, puisque de toute façon, la Constitution nous oblige à passer d'abord par le Sénat. Et ensuite, nous voulons effectivement, à l'horizon 2021, engager ce débat pour la suppression des départements. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit hier à la tribune. Je vois bien le type de débat qui s'engage. Les conseils généraux, d'ailleurs, pour être très précis, les conseils départementaux, pour encore mieux préciser l'appellation liée à la dernière loi. Je suis bien conscient de ce que cela veut dire. Je vous rappelle simplement qu'avec l'émergence des métropoles, le questionnement sur les conseils généraux est déjà posé. Et je suis bien conscient, de l'autre côté, ce que cela peut représenter pour un certain nombre de territoires. De toute façon, il va nous falloir inventer les instruments de solidarité, de cohésion territoriale, sociale, économique, pour les territoires ruraux, parce que j'ai défendu encore hier ces territoires ruraux et la ruralité, et je crois que c'était le président Mézard qui évoquait très précisément ce que cela peut représenter en termes de distance. Nous avons 6 ans pour cela. Il y a des élections régionales et départementales, il y a une élection présidentielle. Je n'agirai pas et nous n'agirons pas donc avec brutalité, mais c'est un débat qui se pose parce que nous devons réformer en profondeur notre pays. Et c'est aussi l'occasion, et j'en termine, d'une réforme profonde de l'État. Je suis attaché au réseau des préfectures et des sous-préfectures et du rôle de l'État et des services publics. Mais avec une réforme territoriale, nous pourrons aussi ainsi engager une réforme de l'État. Mesdames et messieurs les sénateurs, pour que notre pays soit à la hauteur des enjeux, soit à la hauteur de la compétition économique, soit à la hauteur des changements qui ont lieu dans le monde et en Europe, nous devons, nous aussi, changer. Faire les économies, oui, il faut les faire, bien évidemment. Et n'oublions pas le message que nous ont fait passer les électeurs, notamment en termes de dépenses publiques, mais aussi de fiscalité locale. Et le gouvernement ne veut plus attendre et veut engager dans la concertation, mais avec beaucoup de détermination, cette réforme dont le pays a besoin. Merci. Merci. La parole est à Yvan Collin pour le groupe RDSE. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vous adresse la question. Dans votre discours d'hier après-midi, ici même, devant le Sénat, vous avez insisté sur la participation essentielle des collectivités territoriales au redressement de notre pays. Vous êtes revenu sur vos annonces de la veille devant l'Assemblée nationale et sur ce qui doit être, selon vos propres mots, une réforme territoriale ambitieuse. Nous sommes d'accord. Confortant ainsi au passage le Sénat dans sa mission constitutionnelle de représentant des collectivités territoriales, ce dont nous félicitons. Vous avez alors évoqué hier 4 enjeux. Fusion des régions pour le 1er janvier 2017, nouvelle carte intercommunale pour le 1er janvier 2018, suppression de la clause de compétence générale et rien de moins que la suppression des conseils généraux, rebaptisés il y a peu conseils départementaux. Aussi, sur ces 4 sujets, nous ne doutons pas que le Sénat, le moment venu, participera très activement au débat
l'enrichira fortement de son expertise et saura faire entendre sa voix. Le président Mézard a exprimé hier sa position, nos positions et les réserves du RDSE sur cette réforme. Alors, dans l'attente de ce grand débat, ma question portera davantage sur une mesure financière annoncée devant les députés mardi, mais sur laquelle, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas revenu hier devant la Haute Assemblée. La contribution des collectivités territoriales au plan d'économie par une réduction de 10 milliards d'euros jusqu'à d'ici 2017 de l'ensemble des dotations versées par l'État. Monsieur le Premier ministre, cette baisse globale des dotations n'aura de sens et ne pourra être acceptée que par les élus que si elle se fait dans la transparence et selon de justes critères de répartition des efforts entre les différentes collectivités. Lorsqu'il s'agit de 10 milliards d'euros de dotation en moins, il ne serait pas acceptable de faire peser la charge des économies en fonction de critères périmés qui ne peuvent qu'accentuer les inégalités et les déséquilibres entre collectivités riches et pauvres. Neuilly et Paris, nous le savons, ont d'autres marges de manœuvre que nombre de villes et d'agglomérations moyennes. Une telle diminution des ressources ne peut et ne doit être envisagée et réalisée que par une nouvelle politique de péréquation. Vous comprendrez, Monsieur le Premier ministre, que de nombreuses collectivités s'inquiètent et souhaitent obtenir des éclaircissements à la fois sur le calendrier et sur les critères de cette baisse massive. Que pouvez-vous nous dire? Et enfin, entendez-vous associer pleinement le Parlement et en particulier le Sénat dès la définition même de ces critères? Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous réponds, je ne répondrai pas, rassurez-vous ou inquiétez-vous, à toutes les questions parce que, précisément, la collégialité, merci Monsieur le Sénateur Karoutchi, je reconnais là votre générosité naturelle, d'abord parce qu'il y a un gouvernement, et d'ailleurs je suis heureux que le gouvernement soit en grande partie présent, et notamment les secrétaires d'État qui ont été nommés hier, et j'aurais dû le faire. Je veux saluer en votre nom Jean-Marie Le Guen, qui sera désormais votre secrétaire d'État permanent, puisqu'il a en charge les relations avec le Parlement. C'était un député, il apprendra à connaître le Sénat, je ne doute pas que vous lui apprendrez avec le goût de la générosité qui est le vôtre. Je réponds, Monsieur le Sénateur Collin, à votre question. Je me suis effectivement exprimé hier, et si je vous réponds, c'est parce que je sais que votre groupe s'est exprimé par la voix du président Mézard, est très attentif à toutes ces questions. Nous aurons, oui, l'occasion de revenir devant le Sénat sur les différentes étapes de cette réforme. Et en même temps, je le ressouligne, Michel Sapin n'est pas ici puisqu'il est à Washington, il l'aurait dit également, nous devons réaliser un certain nombre d'économies. Ces économies ne peuvent pas être aveugles. J'ai indiqué précisément quelles étaient les grandes masses hier. Je l'ai fait à l'Assemblée, je l'ai fait aussi, bien sûr, au Sénat. Et les collectivités territoriales devront participer de cet effort, autour de 10 milliards d'euros. Pour cela, nous devons nous appuyer sur des instruments. Nous aurons des propositions qui nous seront faites, notamment grâce à la mission qui a été confiée à messieurs Malvy et Lambert. Et là aussi, cela veut bien dire qu'il ne faut pas y aller de manière aveugle, absurde, et qu'il faut faire très attention aux conséquences de ce type d'économie. Pour une petite ville, pour une ville moyenne, pour un conseil général qui a déjà un certain nombre de difficultés, un certain nombre de coupes budgétaires, si elles passent de manière brutale, cela peut effectivement amputer l'action publique. Donc nous savons les difficultés que connaissent les collectivités territoriales, elles subissent elles aussi les conséquences de la crise, donc nous serons, oui, attentifs à la mise en œuvre de ces mesures. Mais, je le répète ici, ces économies sont indispensables. Il ne s'agit pas uniquement de nous conformer aux engagements qui sont les nôtres au niveau européen, mais c'est pour gagner des marges supplémentaires, pour l'investissement, pour la compétitivité des entreprises, pour l'emploi, pour financer le pacte de responsabilité et de solidarité annoncé par le Président de la République et que j'ai détaillé, que nous avons besoin de faire ces économies. Il faut le faire intelligemment et nous y associerons bien évidemment les élus. Merci. La parole à Isabelle Debré pour le groupe UMP.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre, ma question s'adresse à Madame Maryse Lebranchu, votre ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique, sauf bien sûr si vous souhaitez là aussi me répondre directement. Dans votre discours de politique générale, Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que vous nous proposeriez une nouvelle réforme territoriale, notamment portant sur l'intercommunalité. Or, une loi a été promulguée récemment, créant un nouvel échelon territorial, celui des métropoles. Après les élections municipales qui viennent de se dérouler, le paysage politique de nos villes s'est profondément modifié, notamment en Île-de-France. De nombreux candidats élus aujourd'hui à la tête des communes de la petite couronne parisienne ont exprimé durant leur campagne leur inquiétude au sujet de la métropole du Grand Paris, parce qu'elle supprime les intercommunalités existantes au profit d'une immense structure par essence technocratique, très éloignée des réalités locales, mais aussi parce qu'elle les prive de leurs compétences en matière notamment d'urbanisme, de développement économique et d'aménagement urbain. Votre annonce, Monsieur le Premier ministre, d'une nouvelle carte intercommunale fondée sur les bassins de vie à l'horizon 2018 suscite aussi l'interrogation des élus d'Île-de-France appelés à siéger au sein de cette métropole. Que va-t-il advenir des métropoles récemment créées, en particulier de la métropole du Grand Paris, qui, je le rappelle, doit être opérationnelle à partir du 1er janvier 2016 ? Alors, pouvez-vous, Madame la Ministre ou Monsieur le Premier ministre, nous préciser les intentions du gouvernement quant à la nouvelle réforme territoriale annoncée, ses objectifs et les calendriers envisagés pour sa discussion au Parlement? Pouvez-vous également nous indiquer quand seront pris les décrets d'application nécessaires à la mise en œuvre de la loi créant les métropoles? Quels ajustements envisagez-vous, le cas échéant, de proposer? Selon quel agenda? Quelle méthodologie? Comment comptez-vous y associer les élus? Et enfin, quelles seront les conséquences pour les métropoles en cours de construction? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Maryse Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez raison. Il y a une inquiétude dans un certain nombre de collectivités locales, en particulier sur l'aire de la métropole du Grand Paris. Mais premièrement, concernant la réforme de l'intercommunalité dont Monsieur le Premier ministre a décrit à la fois la méthode et les dates dès hier, l'aire métropolitaine n'est pas concertée puisqu'ensemble, à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale, nous avons décidé que les communes de la petite couronne allaient s'engager vers la création d'intercommunalités là où il n'y en avait pas, souvenez-vous, et que nous allions transformer ces fameuses intercommunalités, et ça fait de longs débats dans cette enceinte, en Conseil des territoires. Pourquoi? Parce que la métropole du Grand Paris est une intercommunalité. Nous avons pensé, je crois, avec juste raison, en tout cas un certain nombre d'entre nous, et c'était transpartisan dans les débats, qu'il fallait prendre en compte la vie des citoyens de la métropole. Et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, une mère de famille quitte un logement dans telle commune, va déposer ses enfants dans telle autre, fait encore une demi-heure de transport pour aller travailler, etc. Et souvent à traverser des communes et des intercommunalités. Et il n'y a pas de mise en cohérence des services qui permettraient à nos citoyens et à nos citoyennes, je pense à cette mère de famille seule et ses 3 enfants qui nous appelaient ce matin, d'aller tranquillement du lieu de logement au lieu de travail en prenant en compte les enfants. Cohérence. Cohérence donc sur la métropole du Grand Paris, cohérence au niveau des conseils de territoire. Et madame, je me suis engagée devant Paris Métropole, il y a de ça maintenant 5 jours, à discuter avec l'ensemble des élus et en particulier à donner du temps aux nouveaux élus pour dire comment nous avions cheminé des anciennes intercommunalités à la métropole du Grand Paris pour que nous soyons, j'ai envie de dire, à égalité d'information. Je me suis engagée sous l'autorité du Premier ministre à soumettre le projet de décret aux élus de Paris Métropole. C'est fait. Je me suis engagée à écrire une convention d'objectifs partagés. Nous l'avons fait également en fin de semaine dernière. Donc,
Nous privilégions, parce que le Premier ministre le demande et il a raison, une concertation précise de mise en œuvre de cette métropole Grand Paris, dont le décret sera publié très prochainement. Merci. La parole est à Hervé Maurey pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, après la défaite historique subie par la gauche et le Président de la République aux élections municipales, nous voici avec un nouveau gouvernement, ou plutôt devrais-je dire un nouveau Premier ministre, puisque le gouvernement est quasiment inchangé dans sa composition. C'est avec beaucoup d'intérêt, mais aussi d'étonnement, voire de stupeur, que nous avons entendu le Premier ministre sur un sujet qui nous intéresse tout particulièrement dans cette Assemblée, la réforme des collectivités territoriales. Alors que le Président de la République et la gauche de cet hémicycle, il y a peu encore, proclamaient le nécessaire rétablissement de la cause générale de compétences, vous avez annoncé, Monsieur le Premier ministre, la suppression de celle-ci. Alors que le Président de la République, en janvier 2014, confirmait son attachement aux départements et sa volonté d'assurer leur maintien, vous annoncez la suppression de cette collectivité. Alors que la gauche s'est toujours opposée à la fusion des régions, et en tant qu'élu normand, je suis bien placé pour en témoigner, vous annoncez une diminution par 2 de leur nombre. Alors qu'il y a peu encore, vous défendiez les financements croisés, vous les fustigez désormais. Alors que la gauche condamnait en 2011 le gel des dotations, vous annoncez, après une baisse de 1,5 milliard en 2014, une baisse de 10 milliards à l'horizon 2017, c'est-à-dire une baisse plus de 6 fois supérieure à celle déjà supportée cette année. Cette baisse représente 20% d'économie, 20% de l'effort d'économie demandé, alors que les collectivités locales ne représentent que 4% des déficits publics et l'État 83% de ces déficits publics. Mes questions sont donc les suivantes. Comment, Monsieur le Premier ministre, les collectivités locales vont-elles pouvoir présenter conformément à la loi un budget en équilibre, alors que la baisse des dotations va être considérable et absorber dans la plupart des cas les actuels excédents de fonctionnement? Je vous rappelle que la baisse des dépenses dans les collectivités locales se heurte à la rigidité de la plupart des postes, notamment des charges de personnel. Derrière cette mesure, n'y a-t-il pas, Monsieur le Premier ministre, une volonté cachée de supprimer les communes ou de procéder à des regroupements massifs de celles-ci? Et dans ce contexte, la coûteuse réforme des rythmes scolaires ne peut se limiter à un assouplissement du cadre réglementaire tel que vous l'avez annoncé, mais nécessite une véritable remise à plat, car vous ne pouvez pas à la fois réduire drastiquement les dotations aux collectivités locales et leur imposer de nouvelles charges. Ça n'est pas possible. Je voudrais donc savoir quelles sont les intentions précises du gouvernement sur ce sujet. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. M'excusant auprès de Madame Debré. Monsieur le Président, je vous adresse toutes mes excuses alors. Il n'y a aucune forme de sectarisme, je vous l'assure, mais Madame Lebranchu a bien suivi le dossier sur le Grand Paris et a bien suivi le dossier du Grand Paris très minutieusement. J'ai fait des annonces concernant la réforme des collectivités territoriales et il est au fond normal que je vous réponde. Monsieur Maurey, vous-même, vous nous demandez souvent, enfin plus récemment, par l'intermédiaire de votre président de groupe, d'entendre le message des électeurs. Vous nous demandez de réformer le pays et vous nous demandez souvent de faire des économies nécessaires. Depuis 2 ans, et d'ailleurs vous rajoutez parfois peut-être, parce que vous êtes très sincère, qu'un certain nombre de réformes de structure ou d'économies auraient déjà dû être réalisées bien avant. J'ai eu l'occasion de le répéter hier. Est-ce que nous pouvons vivre encore au-dessus de nos moyens? Est-ce que nous pouvons admettre le niveau de l'endettement et des déficits de notre pays? Est-ce que nous pouvons attendre faire des réformes? Non. J'ai même dit ici même, hier, que je considérais que, au-delà du travail qui avait été engagé sur la décentralisation par Maryse Lebranchu, nous aurions dû commencer par des réformes de structure beaucoup plus lourdes avant même de traiter la question des modes de scrutin. Il se trouve que, même en présentant ces textes de loi, j'avais dit exactement la même chose à travers les différentes interpellations. Eh bien, il est temps de faire ces réformes. Elles sont sur la table. Il va y avoir un débat. La suppression des conseils généraux n'est pas une idée nouvelle.
Elle est même portée parfois sur un certain nombre de personnalités politiques, sur tout l'arc politique de notre pays. Vous avez ce débat au sein de la majorité, vous avez au sein de l'opposition. Donc, portons ce débat. Est-ce que nous voulons le faire de manière brutale? Non, puisque nous indiquons l'horizon 2021. Il y aura des élections départementales en 2015, il y aura une élection présidentielle en 2017, mais nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas attendre et nous voulons engager ce débat. Nous aurons avant le débat sur les régions et sur le fait que nous devons passer à une dizaine de grandes régions. Ça nous permettra d'ailleurs d'avoir une première étape et de voir comment nous devons organiser nos collectivités territoriales. Et j'ai été très transparent, très clair. Je suis attaché aux communes. Elles trouvent un rôle nouveau dans l'intercommunalité, mais ces réformes de structure, elles sont indispensables. Et nous devons les porter. Il ne s'agit pas de transformer notre pays dans un État fédéral. Il s'agit de mieux organiser, d'être beaucoup plus performants, à la fois pour nos citoyens, pour les acteurs économiques, mais aussi pour réaliser des économies. Mais nous le ferons. Moi, je ne fustige pas les collectivités territoriales. Je ne les fustige pas et je n'ai pas prononcé les mots que j'ai parfois entendus dans le gouvernement avant 2012 à l'égard des collectivités territoriales. J'ai été maire et je sais que c'est difficile de gérer les collectivités territoriales, notamment quand elles sont pauvres, qu'elles ont des difficultés sociales sur leur territoire. Et nous avançons en effet, je l'ai dit tout à l'heure, ce chiffre de 10 milliards, parce que là aussi, et vous le savez parfaitement, il y a des économies d'échelle que nous pouvons réaliser. Et c'est la responsabilité de ce gouvernement, je le répète, d'être à la hauteur de la situation et d'engager le pays sur la voie des réformes de structure, mais aussi des économies, à condition que ces économies soient bien précisées. Nous y reviendrons avec Michel Sapin et Christian Eckert, bien ciblées, en nous appuyant sur le travail qui a été réalisé par messieurs Lambert et Malvy, qui connaissent parfaitement ces questions, sur les normes, et je pense que nous pouvons en effet atteindre ces résultats. La parole est à Yves Daudigny pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, ma question s'adresse au nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, que je veux avant tout féliciter chaleureusement de sa nomination. Celle-ci récompense un engagement sans faille, chacun le sait ici, et vous place en même temps, Monsieur le ministre, face à de grandes responsabilités. Il y a peu encore, c'est en France que les relations professionnelles étaient perçues comme les plus conflictuelles. Depuis 2012, cela n'est plus vrai, parce que le nouveau gouvernement d'alors a fait le pari de la confiance par le rétablissement du dialogue et de la négociation. S'il est des succès qui peuvent être unanimement reconnus, celui-là en est incontestablement. Nous avions la conviction que l'économie et le social ne vont pas l'un sans l'autre, que le dialogue est aussi un élément de compétitivité, un levier pour le développement, une arme contre le chômage et pour la croissance. Encore, fallait-il faire vivre, par un changement de méthode, cette conviction que des relations sociales constructives sont possibles. Le rendez-vous annuel de la grande conférence sociale concrétise, sur la base d'une feuille de route nationale et d'un agenda partagé, la dynamique nouvelle enclenchée pour réinvestir la création d'emplois, la formation, l'apprentissage, l'amélioration des conditions de travail et la reconnaissance des qualifications, mais aussi assurer le suivi et la poursuite des engagements et des progrès réalisés. Je n'en citerai qu'un, emblématique du changement profond qui est à l'œuvre, l'association des représentants syndicaux à la réflexion stratégique des grandes entreprises avec l'entrée des représentants des salariés dans les conseils d'administration. Ce pari du dialogue et de la confiance est aussi celui que le Premier ministre propose aujourd'hui dans l'intérêt général à l'ensemble de la représentation nationale. Substituer la négociation à la culture du conflit est une grande ambition.
Elle suppose aussi la reconnaissance de la valeur du travail dans l'entreprise et la réciprocité des engagements. Merci, Monsieur le ministre, de nous préciser de quelle manière vous entendez poursuivre ces réformes. Merci. La parole à François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Daudigny, rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénatrices, sénateurs, merci à vous, Monsieur le sénateur, de me permettre, merci beaucoup, de me permettre justement de vous dire le plaisir que j'ai eu d'être avec vous parmi vous durant plus de 5 années et d'avoir su apprécier votre qualité d'écoute, d'échange, de concertation et de la part de tous les collègues d'une convivialité qui fait la marque de cette belle maison. Je voudrais... Nous ne sommes pas très loin du dialogue social à travers le début de ma réponse. Parce que le dialogue social, c'est non seulement une volonté, celle du président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement, mais c'est la méthode, la marque de ce beau ministère qu'est le ministère du Travail, de l'Emploi, j'ajouterai de la formation professionnelle et du dialogue social. Et ce n'est pas le sénateur Larcher qui me contredira. Le dialogue social, c'est, vous l'avez fort bien dit, Monsieur le sénateur, c'est la recherche, la réhabilitation d'un beau mot, du mot du compromis. C'est l'abandon de la culture du conflit systématique pour la recherche de ce compromis social, si nécessaire. Compromis, ce n'est pas l'abandon. Le compromis, ce n'est pas le renoncement. Le compromis, ce n'est pas la compromission. Le compromis, c'est la compréhension. C'est la capacité à dialoguer et à avancer ensemble pour trouver des solutions. À cet égard, la conférence sociale annuelle qui nous permet de dire où on en est, de fixer des objectifs de travail avec du suivi est un grand moment de mobilisation de ce dialogue social. Je voudrais dire à l'ensemble des sénatrices et des sénateurs de la représentation ici sénatoriale, 40 ans de chômage de masse ont appauvri notre société, menacent la cohésion sociale, portent atteinte au pacte républicain. Et je pense sincèrement que nous devons tous œuvrer, nous mobiliser pour faire en sorte que ce qui menace aujourd'hui, je dis bien, notre République doit nous rassembler afin que nous puissions avancer ensemble pour trouver enfin des solutions. Merci. Merci. La parole à Alain Fouché pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre Montebourg. Monsieur le Premier ministre, nous avons bien entendu votre message hier. Cette vérité est aussi la nôtre. Nous avons besoin des entreprises et de toutes les entreprises. Mais j'attire votre attention sur des difficultés que rencontrent des entreprises dans ma région, qui est celle de la région Poitou-Charentes, et des entreprises en particulier dans le département de la Vienne. Et c'est important d'attirer votre attention parce que ce sont deux entreprises qui monopolisent l'attention de tous, habitants, élus et pouvoirs publics. Le groupe CIET, qui est basé à Loudun, spécialisé dans l'aménagement de voitures ferroviaires, propriété d'un fonds d'investissement américain, est en redressement judiciaire car il traverse une crise grave de liquidité. La société d'investissement américaine estime que CEIT dispose d'atouts importants. Le groupe a comme clients la SNCF, Alstom, Bombardier, donc des clients pérennes avec un carnet de commandes représentant un montant de 77 millions d'euros. Elle a de l'activité pour 2 ans. La Banque publique d'investissement est intervenue en juillet dernier en mettant à disposition 2 millions d'euros qui n'ont pas été versés faute d'appui d'autres banques. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Comptez-vous intervenir auprès des partenaires financiers pour débloquer cette situation car
je vous le dis, 246 emplois sont en jeu dans ce pays du loup du nez. 241 le sont aussi chez le sous-traitant automobile américain Fédéral Mogul, qui devrait fermer prochainement le site de Poitiers-Chasseneuil. C'est le dernier fabricant français de pistons de moteur diesel et essence pour Renault et PSA. Cette société a cependant investi sur le site récemment 4 millions d'euros pour acquérir une machine qui n'a jamais été utilisée, embauché 31 personnes en fin d'année dernière. Elle est concurrencée par un autre site du groupe en Pologne, une délocalisation à laquelle nous nous opposons naturellement tous. Nous avons exprimé le souhait, Monsieur le Ministre, que vous puissiez réunir au ministère à la fois les représentants syndicaux, les élus, car tous à tout niveau se sont impliqués, les décideurs et les donneurs d'ordre, afin notamment que ces derniers maintiennent leurs commandes. Nous souhaitons que l'État impliqué dans ces entreprises, naturellement, intervienne. Nous savons quelle a été votre implication ces derniers mois, votre engagement pour les entreprises dans des situations similaires. Je vous remercie de votre attention et nous comptons sur votre soutien. Merci pour vous répondre. La parole est à Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fouché, je crois qu'il y a un grand prix Nobel, Monsieur Stiglitz, Joseph Stiglitz, qui a dit « Il coûte plus cher de laisser tomber une industrie qu'il coûte plus cher de reconstruire une industrie plutôt que finalement l'abandonner. » Et je voudrais vous dire que notre soin, depuis que j'ai pris ces fonctions difficiles, dans un pays dont la compétitivité a baissé dangereusement depuis maintenant un certain nombre d'années et où les performances comparées de notre appareil productif conduit à des défaillances sur le territoire, notre travail est à la fois de mener des politiques nationales restaurant cette compétitivité. Elles sont discutées au plan national devant vos assemblées parlementaires, mais aussi cas par cas, à chaque fois qu'une entreprise présente des signes de défaillance, de chercher des solutions avec l'ensemble des partenaires. Je veux vous remercier, vous-même les élus, Madame la Présidente de Poitou-Charentes s'est mobilisée sur ces dossiers, les syndicats, les sous-traitants locaux, et nous avons créé l'institution des commissaires au redressement productif pour cette raison. Dans ces deux dossiers que vous évoquez, l'un fait l'objet en effet d'une procédure de redressement judiciaire que nous jugeons inutile parce que l'apporteur, le propriétaire, n'a pas remis suffisamment d'argent pour assurer la trésorerie de cette entreprise que nous jugeons viable, qui d'ailleurs, vous l'avez signalé, CEIT dispose de plusieurs années de travail et a un bon chiffre d'affaires. Donc, la procédure collective devant le tribunal de commerce va pouvoir permettre de résoudre ce problème. Lorsque vous avez un actionnaire défaillant, il y a des réponses qui se trouvent dans le code de la procédure collective. Nous ne souhaitons jamais en arriver à ce type d'extrémité. Mais lorsqu'il y a une défaillance, et vous savez que la Banque publique d'investissement, vous l'avez signalé, les donneurs d'ordre, l'étalement des dettes, tout cela a été fait avec le pouvoir dont nous disposons pour éviter d'aller devant le tribunal de commerce. Donc ça, nous l'avons fait, ça n'a pas suffi. Devant le tribunal de commerce, nous sommes attentifs. Vous savez que Madame le garde des Sceaux, dans une circulaire dernière, a permis à mon ministère, à travers les commissaires au redressement productif, d'intervenir dans la procédure et d'apporter des solutions. Donc nous serons au rendez-vous pour défendre cet outil de travail. Il en est de même du sous-traitant Mogul qui se trouve à Chasseneuil, 250 salariés. C'est une affaire difficile parce que nous constatons dans la sous-traitance automobile de rang 2 ou 3 beaucoup de défaillances liées à des pertes de compétitivité ou, comme c'est le cas dans ce dossier, l'absence d'investissement et l'obsolescence ou d'investissement tardif ou l'obsolescence qui se constate dans les investissements réalisés. Donc, nous avons besoin, là aussi, j'ai un autre cas dans la Nièvre, avec beaucoup d'émotions sur ce territoire rural. Nous avons besoin de nous réunir, donc nous conviendrons d'un rendez-vous avec l'ensemble des partenaires pour chercher des solutions, et y compris avec les propriétaires et actionnaires. Des questions doivent être posées et nous espérons obtenir des réponses. Merci. Merci. La parole est à Michel Berson pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Monsieur le Premier ministre vient de réaffirmer
ici même, cet après-midi, l'ambition du gouvernement de réaliser les réformes audacieuses dont notre pays a besoin, de réorganiser en profondeur nos collectivités territoriales pour en réduire le nombre, pour en clarifier les compétences et rendre plus efficaces les services locaux. On peut comprendre que la suppression de la clause de compétence générale soit finalement incontournable si l'on veut vraiment clarifier et rationaliser les compétences de chaque niveau de collectivité. On peut comprendre la diminution du nombre de régions. Des régions moins nombreuses, ce sont des régions plus fortes, disposant des moyens d'investir, pesant davantage dans la compétition internationale des territoires. On peut comprendre qu'il faille maintenant réduire le nombre des intercommunalités pour les recentrer dans les bassins de vie plus vastes et plus pertinents. Mais la suppression, non pas des départements, territoires auxquels les Français sont attachés, échelon administratif essentiel de l'État, mais des conseils départementaux, instances de gouvernance des départements, cette suppression est une question plus complexe, plus délicate, plus sensible. Certes, Monsieur le Premier ministre, vous avez proposé aux élus et aux citoyens un long et profond débat sur l'avenir des départements. Certes, vous avez dit faire confiance à l'intelligence et à l'innovation territoriale. Aujourd'hui, la fusion des métropoles avec tout ou partie des départements concernés est posée. Dans les territoires urbains, le transfert aux régions et aux intercommunalités des compétences sociales, des infrastructures et des équipements publics des départements pourrait se concevoir. En revanche, dans les territoires ruraux et même mi-urbains, mi-ruraux, après la suppression des conseils départementaux, qui assumera leurs compétences sociales? Qui rendra les services de proximité? Qui dispensera les allocations universelles de solidarité? La qualité de vie dans ces territoires dépend de la réponse à ces questions. Dès lors, Madame la Ministre, comment garantir à tous nos concitoyens un égal accès aux services publics locaux qui, avec la crise, sont plus que jamais au cœur du contrat social et du pacte républicain qui rassemble les Français? Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse. La parole est à Maryse Lebranchu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Berson, votre question est très bien posée. Et elle répond exactement à ce qui a été défini de façon très précise par le Premier ministre hier. Et pour ma part, d'ailleurs, j'ai toujours dit que la méthode, c'est déjà de la politique. Et la méthode a été posée. Parce que vous ne remettez pas en cause cette recherche de régions plus grandes. Vous avez d'ailleurs activement participé au mois de janvier, ici, à un débat que Monsieur le Président de la Commission des lois avait conduit avec brio, sur un rapport écrit par M. Raffarin et Cratinger. Cette question de la taille des régions avait été bien posée. Et j'avais d'abord été surprise, d'ailleurs, pardonnez-moi, été surprise qu'il n'y ait pas de retentissement médiatique du débat en question. Et puis ensuite, dans nos débats, est intervenue effectivement la question des départements. Et nous ne proposions pas à l'époque, Monsieur Doligé, vous vous en souvenez parfaitement, puisque vous n'avez pas quitté la séance, effectivement, la suppression des départements. Et nous avions dit quoi? Premièrement, la suppression des départements, je vous le rappelle, nous en avions longuement discuté, ne peut se faire du jour au lendemain en période de crise et de déficit budgétaire. Pourquoi? Je prends un seul exemple, puisque vous avez parlé de l'action sociale pour les personnes. Le RSA. Le RSA, c'est quelques 8 milliards d'euros. 3 milliards sont apportés par les départements. J'avais cité cet exemple en commission. Lorsqu'on regarde, par exemple, proposition qui avait été faite, on remonte le RSA au niveau national. Et je salue à ce moment de mon propos Michel Dinet qui nous a quittés en nous laissant beaucoup de documents à ce sujet. Quand on regarde cette question, alors les 3 milliards qu'il faut trouver
seront financés par l'impôt sur le revenu, qui a une assiette plus fermée, plus dirigée vers les classes moyennes, que l'assiette fiscale départementale, à la fois basée sur les impôts territoriaux et les DMTO. Donc c'est une question aussi de fléchage de l'impôt, nous l'avions dit. Premier argument. Second argument, il faudra du temps pour voir comment, dans les territoires ruraux, nous allons pouvoir transférer les compétences. Et Monsieur Berson, vous aviez dit avec juste raison, il n'y a pas de départements qui se ressemblent, de régions qui se descendent. Non, elles ne se ressemblent pas. Et sans doute que ce que nous offre la méthode proposée par le Premier ministre, c'est d'avoir le temps, presque département par département, de voir la modalité de suppression des conseils départementaux pour que ne soient pas supprimés les services de proximité. Je sais votre engagement, je sais l'engagement que vous aurez pendant ce débat. Et avec André Valigny, tout en remerciant Anne-Marie Escoffier qui avait déjà tracé cette feuille de route pour 2025, je vous retrouverai devant la commission ad hoc aussi vite que possible. Merci Madame la Ministre. La parole à Joël Billard pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame le ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'État et de la Fonction publique. Madame le ministre, au lendemain des élections municipales, c'est avec consternation que les élus ont pris connaissance des chiffres de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2014, en forte baisse par rapport aux prévisions qui étaient de l'ordre de 3% par an pendant 3 ans. Les chiffres annoncés, très variables d'une collectivité à l'autre, mettent en difficulté les perspectives financières des collectivités. À cela s'ajoute le surcoût de la réforme des rythmes scolaires, qui aura d'ailleurs pour effet d'accentuer les disparités sociales entre nos territoires. Les seules marges de manœuvre restent donc la fiscalité et la réduction des investissements. À titre d'exemple, cela représenterait pour ma commune, 4 800 habitants, environ 10% de fiscalité supplémentaire. Augmenter la fiscalité n'est pas envisageable, les ménages étant déjà fortement impactés par le contexte économique et les hausses successives des impôts. Réduire l'investissement aurait un effet négatif pour la relance économique et un accroissement du chômage. N'oublions pas que 70% des investissements publics sont réalisés par les collectivités locales. J'ai le sentiment que l'on veut tout doucement, sans oser le dire, faire disparaître certaines communes, bien sûr les plus petites. Il serait pourtant dommageable de se priver des 500 000 bénévoles que sont les élus locaux au sein de cellules de proximité pourtant indispensables. Madame le ministre, pour l'avenir, allez-vous enfin donner avec précision les montants de dotation globale de fonctionnement afin que les maires puissent établir le budget? Ne serait-il pas judicieux de suspendre, voire même de supprimer, la réforme des rythmes scolaires et le temps d'en appréhender les impacts, notamment financiers, tout particulièrement dans les territoires ruraux qui se sentent de plus en plus abandonnés et méprisés? Cette réforme n'est pas acceptée par 93% des communes, mais imposée à celles-ci. La vérité étant qu'une très grande majorité d'élus de tous bords, d'enseignants et de parents d'élèves, sont réservés, voire hostiles à sa mise en application, à moins que l'État en assume la prise en charge. Et pour vous répondre, la parole est à Marie-Lise Lebranchu. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Billard. Effectivement, je dirais juste un mot concernant les rythmes scolaires, puisque Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a rappelé avec force qu'il s'agissait bien sûr d'abord de nos enfants, mais qu'il comprenait parfaitement les difficultés d'un certain nombre de communes et il a donc demandé entretien au président de l'AMF et à une délégation pour voir comment on peut avancer pour aider les communes à remplir les fonctions qui leur sont demandées. Donc je n'irai pas au-delà sur cette partie de votre question. Sur la réforme de la DGF, vous étiez présent lorsqu'ici même et avant que nous puissions engager la deuxième partie de la loi, nous nous sommes engagés à quelque chose de fort. C'était de redémonter, permettez-moi cette expression, la DGF qui a été construite à partir des VRTS, du VRTS et avec des couches, 17 couches je crois aujourd'hui, difficilement compréhensibles et qui nous conduisent à quoi ? À créer tous les ans des systèmes de péréquation, à essayer d'être aussi juste que possible en redistribuant des dotations de l'État que nous donnons aux uns, que nous reprenons aux autres. C'est difficile. Donc en même temps que nous proposons la mutualisation des services pour les intercommunalités et les communes,
dans les deux sens. D'ailleurs, je vous rappelle que la loi a été très claire à ce sujet. Nous rappelons que La Roche-sur-Yon récemment, Annonay avant, ont réalisé entre 10 et 14% d'économies sur la simple mutualisation des services. Or, rappelons aussi que les 10 milliards représentent à peu près 4% du total des recettes de fonctionnement de nos communes et intercommunalités. Ce n'est pas un effort aussi violent que vous le dites, mais nous voulons l'accompagner de justice. Et comment l'accompagner de justice? En prenant en compte deux éléments majeurs. Pour les communes rurales, et le ministre de l'Agriculture ouvrira les assises des territoires ruraux bientôt à ce sujet, le 3 juin, pour les communes rurales, prendre en compte la nécessité de protéger la terre agricole. Et pour Madame la ministre de l'écologie, protéger tous les espaces, captage d'eau, NDS, Natura 2000 et j'en passe, c'est-à-dire encourager à la protection, donc à la non-construction. Nous devons donc créer une part de DGF rurale pour ces communes et intercommunalités. Et puis, prendre en compte les vrais critères de pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, les simples critères de population et de potentiel fiscal ou financier ne suffisent pas. Donc ces 10 milliards seront engagés jusqu'en 2017, oui, mais avec une réforme de la DGF qui associera largement le Sénat. Merci. La parole est à présent à Christiane de Montes pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, non, ma question ne s'adresse pas à Madame Lebranchu, voilà, mais à Monsieur Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Monsieur le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a rappelé l'engagement du gouvernement sur le pacte de responsabilité, conformément à l'engagement du Président de la République, pour rendre à la France la force économique qu'elle a perdue depuis 10 ans. Soutenir les entreprises, c'est aussi soutenir l'emploi. L'allègement des cotisations pour les entreprises est l'un des éléments de leur compétitivité. Monsieur le Premier ministre s'est aussi exprimé sur la nécessité que ce pacte de responsabilité soit accompagné du pacte de solidarité. Il a annoncé des mesures pour donner plus de pouvoir d'achat aux salariés et inciter les entreprises à embaucher. Je veux en quelques mots les rappeler, ces mesures. Suppression des cotisations patronales à l'URSSAF pour le SMIC et modification du barème des allègements jusqu'à 1,6 SMIC. Cotisation famille abaissée de 1,8 point pour les salaires jusqu'à 3,5 SMIC. Et cela, mes chers collègues, concerne 90% des salariés en France. Baisse de 3 points des cotisations famille pour les travailleurs indépendants et les artisans qui ne sont pas concernés par le crédit impôt compétitivité emploi, le CICE. Diminution pour les salariés au SMIC de leurs cotisations sociales pour leur procurer du salaire supplémentaire. Allègement de la fiscalité pesant sur les ménages modestes et sur ceux qui sont entrés dans le champ de l'impôt sur le revenu. Je pense en particulier aux veuves qui ont vu leur demi-part supprimée de par la volonté du gouvernement d'avant 2012. Hier, Jean-Pierre Caffet, qui s'exprimait au nom du groupe socialiste, insistait sur la nécessité de garantir par l'impôt le partage entre ceux qui ont tout ou beaucoup et ceux qui n'ont rien ou presque rien. Ces mesures seront mises en œuvre dans le contexte de réduction de la dépense publique. Alors, Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous indiquer les modalités de mise en œuvre de ces mesures et la méthode utilisée pour respecter les 3 engagements du gouvernement, la compétitivité des entreprises, la réduction de la dépense publique et l'augmentation du pouvoir d'achat de nos compatriotes les plus modestes? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci Madame la sénatrice de votre question qui va me permettre de préciser non seulement les modalités, vous en avez évoqué quelques-unes, mais aussi le calendrier qu'entend mettre en œuvre le gouvernement, en vous priant auparavant d'excuser l'absence de Michel Sapin, actuellement en déplacement à l'étranger. Nous faisons un double pari, nous poursuivons avec ces mesures un double objectif. Un objectif d'emploi, mais aussi un objectif de compétitivité de nos entreprises.
Concernant cet objectif de l'emploi, vous l'avez dit, la mesure qu'entend mettre en œuvre le gouvernement est un dispositif zéro charge URSSAF au niveau du SMIC. C'est pour nous le moyen le plus efficace de favoriser rapidement les créations d'emplois. Cette mesure simple et claire sera mise en œuvre dès le 1er janvier 2015. Par ailleurs, et vous l'avez évoqué, l'allègement de 1,8 point des cotisations patronales concernera les salariés rémunérés jusqu'à 3,5 fois le SMIC, c'est-à-dire la plus grande majorité des salariés. C'est là le second objectif, l'objectif de compétitivité, de retour à la compétitivité de nos entreprises qui s'est fortement dégradée. Enfin, les travailleurs indépendants bénéficieront d'une baisse de plus de 3 points de leur cotisation sociale, et ceci dès 2015. Nous porterons ainsi, au-delà du crédit impôt compétitivité emploi déjà mis en place à hauteur de 20 milliards d'euros, l'effort à 30 milliards d'euros. Mais nous irons plus loin concernant la fiscalité des entreprises. À l'issue des assises de la fiscalité des entreprises, progressivement et sur 3 ans, la C3S, impôt sur le chiffre d'affaires d'un grand nombre d'entreprises, qui représente environ 6 milliards d'euros, sera supprimée progressivement en 3 ans, avec une réduction d'1 milliard d'euros dès 2015. Par ailleurs, les petites taxes que l'on appelle les petites taxes que l'on connaît malheureusement trop souvent seront supprimées pour environ 1 milliard d'euros. Et enfin, la surtaxe à l'impôt sur les sociétés, qui représente 2,5 milliards d'euros, sera supprimée. Mais tout ceci sera accompagné, vous l'avez dit, par un effort de solidarité concernant l'impôt sur les revenus des ménages, à hauteur d'environ 5 milliards d'euros, avec les 2 dispositions que vous avez évoquées. Tout ça étant financé par une cinquantaine de milliards d'euros d'économies, s'inscrivant dans la trajectoire des finances publiques qui sera présentée dans le programme de stabilité, qui vous sera soumis dans les prochains jours et qui fera l'objet d'un vote du Parlement. Voilà donc pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. On se retrouve tout de suite pour refaire avec nos invités cette séance. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat. Nous venons de suivre la séance des questions d'actualité au gouvernement et on débat de ces différents thèmes avec nos invités.